Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 29 juillet 2024, deuxième partie qui fait suite à la première de samedi dernier, avec comme titre principal, on a l'ex-premier ministre géorgien, fondateur du parti Rêve géorgien, Ivanishvili, et qui a subi un complot visant à son assassinat. Alors je vous en parle, même si c'est pas complètement directement lié à l'Ukraine, bah c'est parce que ça fait suite à la tentative d'assassinat du Premier ministre slovaque Robert Fico et de Donald Trump. Voilà, alors vous verrez qu'il y a quand même un petit lien avec l'Ukraine plus tard. Et donc cet Ivanishvili a subi ce complot, pourquoi? Bah, parce que il soutenait la loi qui dit que tout média doit déclarer qui les finance au-delà de 20% du financement global de ces médias. Et donc, pourtant, c'est une loi qui est plus légère que la loi américaine qui impose à tout média de déclarer qui finance le média. Donc c'est une loi qui est plus légère que celle américaine, mais ça avait fait quand même un scandale dans le monde occidental parce que cette loi se rapprochait de la loi russe. Alors effectivement, les Russes ont fait une loi similaire il y a une dizaine d'années à peu près, entre 10 et 15 ans, je m'en souviens plus. Mais en tous les cas, une loi beaucoup plus légère que celle américaine qui date de 1936. Je dis ça comme ça, hein. Et bon, personne n'a parlé de la loi américaine, qui est beaucoup plus contraignante, beaucoup plus draconienne. Bref, donc cet Ivanishvili avait approuvé cette loi, donc de facto, cela le rangeait ennemi de l'Occident. Mais en plus de cela, d'où le complot, parce que quand même, fallait quand même autre chose, c'est que lui veut renormaliser les relations entre la Russie et la Géorgie. Or, évidemment, la Géorgie, comme je vous l'avais dit déjà, puisque j'avais déjà fait deux vidéos sur la Géorgie et le pourquoi des manifestations, du fait de cette loi, je vous avais expliqué que c'était du fait de la CIA et de l'organisation Open Society de George Soros. Je vous avais démontré tout cela dans deux vidéos que j'avais faites plus anciennement. Et bah, donc forcément, là, de facto, il passe dans le camp ennemi, puisque Washington veut faire de la Géorgie comme elle l'a fait avec l'Europe, c'est-à-dire essayer de couper tous les liens entre la Géorgie et la Russie, bien évidemment. Et ils essayent de faire cela depuis dès 1991. Et oui, avec notre Glucksmann national qui avait participé à cette coupe de liens entre la Géorgie et la Russie. Et oui, Raphaël Glucksmann avait participé déjà, il était en cheville avec le Premier ministre de l'époque pour couper complètement les liens entre la Géorgie et la Russie. Et oui, et oui. Bref, et donc ce Ivanishvili eh bien, ben, est devenu coupable aux yeux de Washington et il devait subir le même sort que Robert Fico et Donald Trump. Alors par chance, Fico et Donald Trump s'en sont sortis, par miracle même pourrait-on dire, et heureusement que le gouvernement géorgien est tombé sur ce complot visant à son assassinat à Ivanishvili. Heureusement. Alors là, on va regarder un article de Reuters bah, qui vous montre que apparemment ce complot vient d'Ukraine. Et là, on a le petit lien avec l'Ukraine. Et oui, donc ce serait des Ukrainiens en Ukraine qui essayent de faire une tentative de coup d'État en Géorgie. Alors vous doutez bien que c'est pas des Ukrainiens en Ukraine qui tout d'un coup se disent on va faire un coup d'État en Géorgie.
vous vous en doutez bien. Vous savez qui est derrière, c'est une absolue évidence. Mais bon, je m'arrête là parce que ça reste qu'une introduction quand même, hein. Et donc, autre titre principal, on a, via un article du Washington Post, le fait qu'il y ait une pénurie de main-d'œuvre en Ukraine qui est très grave, aggravée en plus par le fait qu'il y a énormément d'hommes qui se terrent chez eux. Et donc, je voulais vous en parler dans le premier point sur l'Ukraine de samedi, mais faute de temps et de place dans la vidéo, j'ai dû la reporter ici dans cette deuxième partie. Donc, on va voir cela ensemble. Alors, on pensait que l'économie était déjà plus bas que terre. Eh bien non, en réalité, l'économie est plus bas que terre. Donc, elle creuse là. Donc vous allez voir cet article du Washington Post qui en réalité ne vous apprendra rien si vous me suivez régulièrement, parce que moi je vous le dis depuis des mois et des mois, mais c'est comme d'habitude avec les grands médias occidentaux, ils n'en parlent que quand ça devient énorme, criant et flagrant et qu'ils ne peuvent plus le cacher. À ce moment-là, ils sont obligés d'en parler, ne serait-ce que pour leur crédibilité. Ensuite, dernier sujet principal, on a l'artillerie, reine du front, et on va s'apercevoir en lisant un article de Forbes que c'est l'artillerie qui fait la majorité des morts sur le front. Encore une fois, pas de surprise si vous me suivez, je vous l'ai toujours dit depuis 2 ans et demi. Donc aucune surprise, mais bon, là il découvre cela. Et il découvre aussi que la Russie tire 10 000 obus environ par jour et les Ukrainiens environ 2 000 obus par jour. Et ils disent aussi que c'est l'artillerie qui fait le plus de morts, et de très loin. Et donc vous voyez où je veux en venir. Alors évidemment, ils ne font pas de conclusion vis-à-vis de cet état de fait, parce que s'ils faisaient une conclusion, ce serait terrible. Ça voudrait dire que les Russes font 5 fois plus de morts côté ukrainien, en toute logique. Bah oui, et ça a toujours été la logique depuis 2 ans, hein, comme je vous le dis, depuis très très longtemps. Donc, mais ils n'en tirent pas cette conclusion, ils ne disent rien. Voilà, ils s'arrêtent là. C'est fort dommage. En tous les cas, cela contredirait les dires de Sierski, hein, avec l'article de The Guardian que je vous ai lu samedi dernier. Sierski dans le Guardian qui dit que les Ukrainiens font 3 fois plus de morts côté russe. Mentirait-il? Je ne le sais pas. En tous les cas, nous allons voir tout cela et bien entendu beaucoup d'autres sujets divers aussi à la fin des sujets sur l'économie et sur une escalade perpétuelle toujours vers une guerre, mais cette fois pas qu'avec la Russie mais aussi avec la Chine. Comme on va le voir, on parle d'escalade, hein, bien sûr, on ne parle pas de guerre, pas encore. J'espère que cela n'arrivera jamais. Alors comme d'habitude aussi pour les secondes parties, donc il n'y aura pas de carte militaire, mais aussi pour éviter que la vidéo soit trop longue, il n'y aura pas non plus de conclusion. Donc moi je m'arrêterai là. Et on va commencer donc avec des articles comme d'habitude. Alors on va commencer par cet article de Reuters du 24 juillet qui nous dit « La Géorgie enquête sur un complot présumé visant à tuer le fondateur du parti au pouvoir. » C'est lui, donc Ivanishvili. Donc là, les services de sécurité de l'État géorgien ont annoncé mercredi qu'ils enquêtaient sur un complot visant à assassiner l'ancien Premier ministre Bidzina Ivanishvili, président honoraire du parti au pouvoir. Les services de sécurité de l'État a déclaré dans un message publié sur Facebook qu'elle enquêtait sur ce qu'il qualifie d'activité criminelle visant à renverser violemment le gouvernement et à créer des troubles. Il a déclaré que ces derniers comprenaient un plan visant à assassiner Ivanishvili, l'homme le plus riche du pays, fondateur du parti au pouvoir, le Rêve géorgien, qui a été Premier ministre d'octobre 2012 à novembre 2013. Le milliardaire de 68 ans qui a fait fortune en Russie dans les années 90 est revenu sur la scène publique ce printemps en tant que fervent partisan d'un projet de loi sur les agents étrangers.
C'est cette fameuse loi dont je vous ai parlé dans l'introduction, qui vise à obliger les médias à déclarer qui finance leurs médias quand ça dépasse 20%. Le projet de loi qui oblige les organisations qui reçoivent plus de 20% de leur financement de l'étranger à s'enregistrer comme agents d'influence étrangère, a provoqué des manifestations de masse dans la capitale de Tbilissi et plongé le pays du Caucase du Sud dans le chaos politique. Les services de sécurité n'ont pas nommé de suspect, mais le site d'information indépendant OC Media a indiqué qu'au moins 6 personnes avaient été convoquées pour interrogatoire. La plupart d'entre elles avaient combattu contre la Russie en Ukraine. Tiens, 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 comme c'est bizarre. Le service de sécurité ukrainien SBU n'a pas immédiatement répondu à un appel pour commenter ces informations. Et oui, l'État géorgien a demandé un contact avec le SBU pour qu'il s'explique. Le service de sécurité de l'État géorgien, qui n'a pas mentionné l'Ukraine dans son message, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique. Les autorités géorgiennes ont accusé à plusieurs reprises les Géorgiens vivant en Ukraine et combattant contre la Russie de préparer un coup d'État en Géorgie. Tbilissi affirme s'opposer à la guerre menée par la Russie, mais ne s'est pas rallié aux sanctions contre Moscou à cause du conflit. Et voilà, et là vous avez tous les éléments en main. Donc vous voyez, je vous avais dit qu'il y aurait une petite relation avec l'Ukraine malgré tout. Et bien voilà, donc après Robert Fico, Donald Trump, on a Ivanishvili, évidemment, qui veut renormaliser les relations entre la Géorgie et la Russie, et en plus d'avoir adopté la loi sur qui finance les médias géorgiens, tout cela en était trop pour Washington. Il est devenu un homme à abattre. Alors voici le fameux article du Washington Post dont je vous parlais samedi mais que j'avais pas pu insérer dans la première partie. Alors que nous dit cet article? L'Ukraine confrontée à une pénurie de main-d'œuvre, le besoin de soldats épuise la main-d'œuvre. Le besoin urgent de soldats en Ukraine pour combattre l'invasion russe érode la main-d'œuvre et crée un frein à l'économie, mais aussi de nouvelles opportunités pour les femmes. Alors vous voyez, ça, ils ne pouvaient pas s'empêcher d'ajouter ça, hein. C'est typique des grands médias de l'État profond, donc Washington Post, New York Times, CNN, MSNBC, etc., Guardian, Daily Telegraph, bon bref, vous les connaissez tous. Ils étaient obligés de faire leur petite touche inclusive, comme nous en France, on était obligés de faire du wokisme à l'extrême avec les JO. Mais c'est un autre sujet. Alors, que nous dit l'article d'intéressant? La mine n'est pas le seul endroit où la pénurie de main-d'œuvre est critique, parce que là, il prenait le cas des mines en Ukraine qui ont une pénurie de main-d'œuvre extrême, puisque 100% des miniers sont des hommes, et donc c'était extrêmement grave, donc ils ont pris l'exemple des mines. Donc, les portails d'emploi en ligne en Ukraine affirment n'avoir jamais publié autant d'offres d'emploi. Des millions d'Ukrainiens ont émigré à l'étranger pour échapper aux bombardements brutaux de Moscou, et parmi ceux qui sont restés, des centaines de milliers d'hommes ont troqué leur emploi contre le service militaire. Aujourd'hui, alors que Kiev intensifie ses efforts de mobilisation, les entreprises s'attendent à ce que les travailleurs soient encore plus difficiles à trouver, ce qui mettra encore plus à rude épreuve l'économie ukrainienne. Avec plus de postes à pourvoir que de demandeurs d'emploi, de nombreuses entreprises ont dû augmenter les salaires pour rester compétitives sous peine de devoir fermer. Alors vous doutez bien qu'augmenter les salaires, ça plonge l'économie encore plus vers le rouge. Hein, regardez ce qu'on a fait en Occident pendant des décennies et qu'on continue à faire. C'est-à-dire de prendre des travailleurs immigrés justement pour les payer moins cher que les travailleurs locaux autochtones. Donc là, justement, c'est l'inverse que l'Ukraine là va faire. Donc évidemment, ça va appauvrir les entreprises.
Donc c'est de pire en pire. Et là, on nous dit, mais cette pression pourrait s'accroître si de nombreuses personnes ont peur et quittent le marché du travail, a déclaré Fursa. Si 200 000 à 300 000 personnes sont mobilisées, beaucoup pourraient décider qu'il vaut mieux se cacher des officiers plutôt que d'aller travailler, ce qui les conduira à quitter le marché du travail. Dans ce cas, l'impact sur les indicateurs économiques pourrait être bien plus important. Il est impossible de calculer ce chiffre avec précision car nous ne savons pas combien de personnes se cachent actuellement et ne travaillent pas. Vous voyez ? Ce fait-là, je vous en ai parlé depuis des mois. Et là, le Washington Post, là, le découvre. Il le découvre. Alors, évidemment, déjà que l'économie ukrainienne était, pour ainsi dire, complètement épuisée, eh bien, là, ça devient plus que catastrophique avec ces phénomènes qui s'ajoutent et malheureusement toujours au détriment de l'Ukraine. Et là, pour le coup, de son économie. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant cet article. Là, voici un article de Forbes qui nous dit « L'artillerie reste le roi de la bataille dans la guerre russo-ukrainienne ». La plupart des dégâts infligés jusqu'à présent dans la guerre ont été causés par l'artillerie. Ce qui est vrai, hein, je vous l'ai dit à maintes reprises. Donc ça, c'est bien. Communément appelée la reine de la bataille. En effet, les Russes tirent environ 10 000 obus par jour, a déclaré un haut responsable de l'armée à CNN, tandis que les Ukrainiens tirent environ 2000 obus par jour. Cette dépendance à l'artillerie va persister, la Russie et l'Ukraine développant de nouvelles tactiques intégrant de nouvelles technologies pour renforcer leur capacité de puissance de feu. Donc là, ils analysent pas, ils s'arrêtent là. Je les comprends. Sinon, l'analyse serait très grave. On nous dit que c'est ce qui cause le plus de morts, que les Russes tirent environ 10 000 obus par jour et les Ukrainiens environ 2000 obus par jour. À mon avis, ça c'est exagéré. D'après ce que j'ai compris de commandants ukrainiens, c'est plutôt entre 800 et 1200 obus par jour. Hein, je vous rappelle que la plupart des brigades ou même des bataillons, etc., bref, ceux qui se battent sur le front, en général, ils n'ont que quelques obus. Hein, ça, c'est souvent, très souvent le cas, même trop souvent le cas quand on lit les rapports ukrainiens. Donc moi, d'après ce que j'ai lu, c'est plutôt entre 800 et 1200 obus. Mais bon, peu importe, on va dire 2000. Eh bien, si on suit la logique, eh bien, les Russes se feraient 5 fois plus de morts que les Ukrainiens. Et ce serait complètement cohérent avec les chiffres de morts sur le terrain. Ce serait cohérent. Voilà, il y aurait une cohérence. C'était à souligner. Alors là, voici un article du Washington Post qui nous dit « La Russie, adaptant sa tactique, avance à Donetsk ». Alors attention, c'est l'oblast de Donetsk, hein, c'est pas la ville de Donetsk. Donc la Russie, adaptant sa tactique, avance à Donetsk et prend plus de terres ukrainiennes. Cette nouvelle orientation offensive intervient alors que l'Ukraine est confrontée à des forces réduites, à une chaleur étouffante. Ouais, en Ukraine, là, il y a quelques oblasts qui ont atteint 40 degrés, hein, donc c'est terrible. Et à des troubles dans le cadre d'une élection américaine potentiellement importante. Ah bah là, c'est noté, là, vous voyez, là. Donc là, c'est Donetska Oblast. Donc Oblast de Donetsk. Et donc, là, que lit-on d'intéressant? La réinvasion de la région de Kharkov, bien que n'ayant apporté que des gains limités, a néanmoins détourné les ressources ukrainiennes. Oleksandr, 30 ans, commandant de bataillon de la 47e brigade, tiens, comme par hasard, ils prennent cette brigade-là, c'est une des plus prestigieuses, quoi, une des meilleures d'Ukraine, hein, pour information. C'est la 47e brigade mécanisée, qui combat près d'Ocheretino. Alors Ocheretino, c'est une petite ville qui est à 29 km à l'est de la ville de Pakrovsk. Ville de Pakrovsk qui, bien entendu, est une ville clé pour les Russes, puisque c'est un énorme verrou, un gros hub logistique que les Russes veulent absolument prendre.
Alors Ocheletino, ça fait déjà un moment qu'elle a été prise par les Russes. Là, les Russes sont à des dizaines de kilomètres à l'ouest d'Ocheletino, hein. Donc ils se dirigent vers Pakrovsk. Donc Ocheletino, ça fait déjà un moment qu'elle a été prise par les Russes. Donc bref, là je digresse, on reprend. Donc Alexander, 30 ans, 47e brigade, près d'Ocheletino, a déclaré que les forces ukrainiennes étaient en difficulté et que le prix de Poutine semblait de plus en plus à la portée de la Russie. Cette stratégie est astucieuse. Vous essayez de concentrer la force de votre ennemi dans une direction, puis de le distraire dans une autre, a déclaré Alexander, dont l'indicatif d'appel est Genius, qui n'est identifié que par son prénom conformément au protocole militaire ukrainien. Leur premier objectif est de nous détruire, a-t-il déclaré. Le deuxième est de nous pousser à faire pression pour qu'ils puissent obtenir plus de poids dans les négociations de paix et obtenir davantage de nous. Ils sont presque sur le point de s'emparer de la région de Donetsk. C'est lui, le commandant. Les troupes de Poutine progressent désormais le long d'un arc de 3 points clés. Tchassiviar, juste à l'ouest de la ville de Bakhmut, qui est nommée maintenant Artyomovsk en russe, que la Russie a capturé au printemps 2023. La petite ville industrielle de Toretsk est dans un terrain rural d'Ocheretino, un village sur un terrain stratégique élevé, saisi en mai après l'avancée des forces russes au nord-ouest d'Avdiivka, qu'elles ont coupé en février. Alors que les combats intenses se déroulent ailleurs, notamment à Kupiansk, dans le nord-est, et dans certains endroits le long du front sud, l'offensive de Donetsk représente un changement notable de tactique de la part des commandants russes qui semblent avoir appris de leurs erreurs passées et réalisent désormais des gains constants pour le Kremlin, menaçant également la ville ukrainienne de Kostiatynivka qui se trouve sur une autoroute stratégique. Donc tous ces points-là qui ont été cités, bien évidemment, c'est les points que je vous cite principalement dans mes cartes militaires. Donc on retrouve bien évidemment Tchassiviar, Toretsk et bien sûr Kupiansk, hein, dont je vous parle à chaque fois, c'est au nord du front, etc. Donc gain constant du Kremlin. Et là on voit la carte. Et là, on voit mieux donc tous les endroits importants. Donc là, la fameuse ligne de front nord qui va de Lipsy à Vovchansk, ici. Et là, on voit Kupiansk au nord. Ici, il y a Krasny Liman, ou Liman, comme vous voudrez, Tchassiviar, Toretsk, New York, qui s'appelait Novgorod, et qui a été renommé par Poroshenko, l'ex-président ukrainien, en 2019. Donc évidemment c'est complètement ridicule, mais bon, hein, étant donné que c'est un fanatique de l'Occident, ça m'étonne pas. Donc là vous voyez aussi Ocheletino, hein, comme je vous l'ai dit, qui est à 29 km de Pakrovsk. Bon, là la ville de Donetsk, là l'oblast de Zaporojye, avec la ville de Zaporojye, la Mélitopol, qui mène vers la mer d'Azov, et c'est ici que la grande offensive ukrainienne d'août dernier devait percer les forces russes pour atteindre Tokmak ici, Mélitopol et la mer d'Azov. Et aussi, on a les forces ukrainiennes affaiblies ressentent la pression, aggravée par la chaleur étouffante de l'été, avec des températures atteignant plus de 40 degrés au début du mois dans certaines zones du front. Les commandants et soldats ukrainiens interrogés par le Washington Post ont évoqué l'épuisement et la diminution des ressources, notamment un grave manque de troupes. Une nouvelle loi de mobilisation adoptée par le Parlement ukrainien n'a pas encore fourni les renforts dont on a désespérément besoin, car les nouveaux conscrits sont toujours en formation et certains hommes admissibles à la conscription fuient le pays ou se cachent chez eux pour éviter la conscription. Donc entre les désertions, les gens qui se rendent, les soldats qui se rendent massivement, plus ceux qui se
chez eux, bah, c'est terrible. Parce que là, on a le côté sur le terrain militaire où c'est extrêmement grave le fait du manque de ressources humaines. Mais comme on l'a vu dans l'autre article du Washington Post, cela a aussi un effet sur l'économie puisque c'est d'autant moins de travailleurs qui peuvent faire tourner le pays et donc enrichir le pays. Donc on a le côté manque de ressources humaines concernant le militaire, mais aussi l'économie. Alors là, ici, on a un article de Military Watch Magazine, qui est un site américain et qui nous dit une frappe d'Iskander-M tue une cinquantaine de combattants étrangers occidentaux sur les lignes de front ukrainiennes. Donc ça a été confirmé, je vous l'ai dit sur la carte militaire. Donc là c'est confirmé le 23 juin, un système de missiles balistiques tactiques russe Iskander-M a ciblé avec succès un point de déploiement temporaire d'instructeurs et de combattants des pays occidentaux dans la région contestée de Kharkov, faisant environ 50 morts. Cette attaque est l'une des dernières à avoir ciblé particulièrement les combattants étrangers dans le conflit. Le ministère russe de la Défense a annoncé à propos de cette frappe: l'équipage du système de missiles tactiques Iskander-M a lancé une attaque de missiles contre un point de déploiement temporaire d'instructeurs et de mercenaires des pays occidentaux dans le village de Delgachi, dans la région de Kharkov. À la suite de cette frappe, environ 50 instructeurs étrangers ont été tués. Le ministère a publié des images de cette frappe qui représente l'une des nombreuses attaques réussies récemment par l'Iskander-M contre des cibles de grande valeur qui ont été filmées. Parmi les autres succès notables, citons plusieurs frappes réussies sur des systèmes de défense aérienne Patriot et la destruction de plusieurs chasseurs Sukhoi 27 sur la base aérienne de Mirgorod. L'arsenal Iskander a été complété depuis décembre par le déploiement de systèmes nord-coréens KN-23 qui ont des capacités très similaires mais une portée plus longue. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer confirmation de ce que je vous disais dans le point sur l'Ukraine concernant la carte militaire. Là, on passe à la partie économique avec un article de DPA International. On a l'entreprise allemande Rheinmetall reçoit une commande pour une usine de munitions en Ukraine. Vous imaginez? Le plus grand fabricant d'armes allemand, Rheinmetall, a confirmé mercredi qu'il construisait une usine de munitions en Ukraine après avoir reçu une commande du gouvernement ukrainien. Vous imaginez? Donc là, c'est une usine de munitions de 155 mm. Vous imaginez un peu une usine qui va être très grosse, bien évidemment, et qui va coûter extrêmement cher. Alors déjà, d'où l'Ukraine tire les fonds? Bah, évidemment, de l'argent des contribuables de l'Union européenne et des Américains, bien évidemment. Et j'ai du mal à comprendre comment Rheinmetall a pu accepter ça. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, bon, il y a certes un moment de cela, mais comment une entreprise de fabrication d'obus qui a énormément besoin d'énergie va-t-elle pouvoir se procurer l'énergie? Voilà. Et en plus, c'est pas une usine qui va être construite après la guerre, en période de paix. C'est une usine qui est en train de se construire. Voilà, Rheinmetall a confirmé mercredi qu'il construisait une usine de munitions. Donc là, ils sont en train de la construire. C'est de la pure folie. Et maintenant, dans combien de temps elle va être construite, cette usine? Qui va vouloir la construire? Sachant que, bien évidemment, les ouvriers risquent leur vie à construire une usine en ce moment en Ukraine. Donc je comprends pas là, surtout que bien évidemment ça va se voir comme le nez au milieu de la figure et cette usine va être détruite, bien sûr. Donc là j'avoue je comprends pas très bien au niveau investissement ce qui est passé par la tête de Rheinmetall.
Voilà, je comprends pas bien. Alors peut-être Rheinmetall, on lui a tordu le bras pour qu'il fasse cela, même s'ils le font à contre-cœur. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est absolument absurde. Alors là, on va regarder un article édifiant de Natural Gas World. Et que nous dit ce site spécialisé dans le monde du gaz naturel? Eh bien, on a les exportations de gaz russe vers l'Union européenne ont augmenté de 24% au glissement annuel entre janvier et juin selon un groupe gazier. Tiens, 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 quelle hypocrisie! Je pensais que l'Union européenne devait diminuer sa dépendance au gaz russe. Et là, on a strictement l'inverse. Alors évidemment, ça, c'est pas quelque chose qu'on va vous dire dans les grands médias, surtout à la télé. Mais vous voyez à quel point l'Union européenne a besoin du gaz russe. Ce serait bien qu'on revienne au niveau d'avant-guerre pour qu'on puisse retirer le plus rapidement possible la crise énergétique de l'Union européenne, hein, en arrêtant ce suicide collectif énergétique qui nous prive du gaz russe dont l'Union européenne a pourtant tant besoin. Alors là, on va lire un article vraiment édifiant et très intéressant de Reuters qui nous dit l'Ukraine déclare à la Hongrie que la suspension du transit de Lukoil n'est pas un chantage. Lukoil, c'est une entreprise pétrolière russe. Donc là, c'est Podolyak, assistant et conseiller de Zelensky. C'est lui qui dit que c'est pas un chantage. Bien sûr que c'en est un. C'est pour ça qu'il se défend. Décision de l'Ukraine de suspendre le transit du pétrole du groupe russe Lukoil. L'arrivée de nouveaux clients en Hongrie et en Slovaquie était conforme aux sanctions de Kiev contre l'entreprise et n'avait rien à voir avec un chantage, a déclaré vendredi à Reuters Podolyak, rejetant une déclaration hongroise. Le mois dernier, Kiev a adopté des sanctions bloquant le transit du brut russe par l'oléoduc Druzhba, suscitant des craintes de pénurie d'approvisionnement en Hongrie et en Slovaquie. Alors l'oléoduc Druzhba, donc il vient de Russie, il passe par l'Ukraine et c'est lui qui alimente en pétrole russe principalement la Hongrie et la Slovaquie. Lundi, la Hongrie et la Slovaquie ont déposé leur plainte auprès de la Commission européenne, lui demandant d'utiliser un accord d'association qui, selon eux, signifie que l'Ukraine ne peut pas bloquer le transit du pétrole. Un conseiller du Premier ministre hongrois a accusé vendredi l'Ukraine de faire chanter la Hongrie et la Slovaquie en interrompant la livraison de pétrole. Les livraisons de pétrole. La situation avec la suspension du transit du pétrole russe par l'oléoduc Druzhba vers la Hongrie et la Slovaquie n'a rien à voir avec le chantage dans la version ukrainienne, a déclaré Podolyak. Et certainement, la Hongrie et la Slovaquie ne se présentent pas comme de véritables gardiens de la paix et n'insistent pas sur la paix et la justice, mais insistent uniquement sur des concessions à la Russie, a-t-il noté. Ah là là, il dit que c'est pas un chantage, et là il accuse la Hongrie et la Slovaquie que ce n'est pas des gardiens de la paix et de la justice. Sous-entendu, l'Ukraine, parangon de paix et de justice, hein, sous-entendu. Vous voyez cette hypocrisie absolument insupportable. Podolyak a accusé les pays voisins d'aller à l'encontre de la ligne de l'Union européenne. Donc il accuse la Hongrie et la Slovaquie, Podolyak, d'aller à l'encontre de l'idéologie et de la politique de l'Union européenne. Voilà pourquoi il a bloqué Zelensky, puisque c'est Zelensky qui quand même fait bloquer le pétrole hongrois et slovaque. Bref, je reprends. Donc l'Union européenne, qui a soutenu Kiev dans sa guerre avec la Russie et leur a recommandé d'exhorter le Kremlin à cesser d'attaquer les canaux énergétiques et le transit ukrainien. Le secteur énergétique ukrainien est soumis depuis des mois à des attaques constantes de missiles et de drones russes et a perdu la moitié de sa capacité de production, ce qui a entraîné des pannes massives dans tout le pays. Vous voyez? Donc il s'insurge, Podolyak, en disant non, 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 c'est pas du chantage,
Alors, c'est pas du chantage, mais en fait, vous comprenez, comme la Hongrie et la Slovaquie n'obéissent pas aux ordres de l'Union européenne, eh bien, on leur coupe le pétrole. Alors, c'est pas du chantage, mais en fait, c'est du chantage, hein. Disons les choses telles qu'elles sont. C'est d'une hypocrisie absolument insupportable, mais pas du tout étonnant de la part du gouvernement ukrainien. Cela dit, le gouvernement ukrainien devrait se méfier de son arrogance et de son orgueil, pensant que les États-Unis et l'Union européenne seront toujours là pour les protéger, donc permettant à l'Ukraine de se réfugier perpétuellement dans les jupes de l'Occident. Le problème, c'est que la Slovaquie et la Hongrie ont un gros moyen de pression. Ils peuvent mettre un veto dans l'Union européenne pour toute aide donnée à l'Ukraine. Donc Kiev apparemment ne se rend pas compte de ça ou a dû oublier ce facteur-là. Parce que évidemment, c'est immédiatement ce que va faire la Slovaquie et la Hongrie. Bien entendu, ils vont jouer de leur veto pour emmerder l'Ukraine. Suite à ça, ça me semble évident. Là, on a un article du Guardian qui va être suivi par deux autres articles qui vont vous donner une idée de l'escalade, de la montée en tension militaire qui peut déboucher sur quelque chose de catastrophique. Donc là, on peut lire: le chef de l'armée britannique déclare que le Royaume-Uni doit doubler sa létalité ou se préparer à une guerre en 2027. Donc là, doubler sa létalité, c'est-à-dire doubler sa puissance militaire. Le général Sir Rolly Walker affirme que l'Occident fait face à un axe de bouleversement avec des menaces croissantes de la part de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Et quand vous lisez l'article, en gros, c'est que le Royaume-Uni doit doubler sa puissance militaire, sinon la Russie va penser que l'Angleterre est faible et donc pourrait envahir l'Angleterre. Et oui, parce qu'on en est là, hein, en stupidité, mais en réalité, c'est cohérent, c'est pas de la stupidité, c'est de la propagande. Donc en gros, l'Union européenne, avec comme pays belliciste total contre la Russie, donc on a le Royaume-Uni, la France, la Pologne, les pays baltes, etc., et même l'Allemagne, eh bien en gros, tous ces pays-là inventent une menace, la menace c'est la Russie, ils inventent cette menace et ils font le pompier pyromane. Donc ils augmentent leur agressivité, ils font tout pour provoquer la Russie en mettant des armes par-ci, par-là, voire des missiles nucléaires par-ci, par-là. Ils font tout pour provoquer la Russie, donc pompier pyromane, et presque en espérant que la Russie fasse une guerre contre eux. Quand on lit l'article, c'est presque ça. Donc là, voilà, ils se préparent à une guerre en 2027. Bah oui, parce qu'ils connaissent le futur. Donc en 2027, la Russie va faire la guerre en Europe, voilà, en Allemagne, en Angleterre, voire en France, hein. Bon, bien que la France, là, faut dire, c'est beaucoup calmé là-dessus. Voilà. Il n'y a que l'Italie qui est vraiment contre ce projet d'agression militaire vis-à-vis de la Russie, dans le sens toujours amplifier l'escalade. Il n'y a que l'Italie qui est vraiment contre, un petit peu l'Espagne. Voilà, mais c'est tout, quoi. Voilà. Donc c'est absolument terrible. Alors évidemment, c'est la stratégie classique. On invente une menace, on devient de plus en plus agressif pour pousser la Russie à faire un acte d'agression. Et là, après, ils se récrieront. Et après, ils diront à tout le monde: ah, vous voyez, la Russie nous attaque, hein, vous voyez, hein. Vous voyez, pompier pyromane, classique. Toujours dans l'escalade, mais cette fois économique. On a CNN qui nous dit: les alliés de l'OTAN discutent de la récupération de certaines infrastructures chinoises en Europe. Carrément de s'emparer d'infrastructures chinoises. Bah, cela dit, pourquoi pas? Ils veulent bien s'emparer des avoirs russes. Pourquoi pas maintenant les infrastructures chinoises? Là, on a les responsables de l'OTAN envisagent de prendre des mesures pour récupérer certains projets d'infrastructures appartenant à la Chine
en Europe si un conflit plus large avec la Russie éclatait dans l'est du continent, c'est-à-dire en Ukraine. On déclarait à CNN 3 responsables impliqués dans les discussions. Vous vous imaginez? Maintenant, on a l'Europe qui veut s'en prendre directement à la Chine et non plus qu'à la Russie. C'est de la folie pure, mais sans surprise. Ils sont cohérents avec eux-mêmes. Ils sont dans la logique du pompier pyromane. Toujours dans cette logique-là. C'est presque à se demander s'ils n'espèrent pas une troisième guerre mondiale. On a l'impression qu'ils appellent ça de leur vœu. Dernier article, on a Foreign Affairs qui nous dit la dangereuse avancée nucléaire de la Chine. Pour tempérer les ambitions de Pékin, Washington devrait menacer de partager des armes avec le Japon et la Corée du Sud. Vous voyez, l'escalade est tous azimuts. Et là, vous notez que c'est pour contrer la Chine. Donc Washington, là, se crée deux ennemis immenses de grande puissance, comme si Washington se croyait dans les années 80-90, c'est-à-dire une hyperpuissance, une omnipotence totale envers le monde, une hégémonie complète. Non, non, c'est fini ce temps-là, hein. Faudrait le dire à Washington, qui sont beaucoup moins puissants qu'avant, beaucoup, beaucoup moins. Ça, ils ne l'ont toujours pas compris. Donc c'est de la folie. Donc ils veulent armer le Japon et la Corée du Sud, bien entendu avec des armes très puissantes, bien entendu, et peut-être même des armes nucléaires. Pourquoi pas? Voilà, comme ça, cerise sur le gâteau pour bien provoquer la Chine. Et après, que va-t-il se passer? Eh bien, politique diplomatique de Washington, deux points, advienne que pourra. Voilà. Bref, voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire. N'oubliez pas cela. Merci à vous. Et éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Et toujours, soyez curieux.